Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans ce sixième paragraphe sur les espaces vectoriels, nous étudions la somme de sous-espaces vectoriels. Nous commençons par une mise en garde. Lorsque E est un espace vectoriel sur un corps K, et que F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E, nous avons déjà vu que l'intersection de F et de G est aussi un sous-espace vectoriel de E. Par contre, il faudra se méfier de l'union de F et de G, qui le plus souvent n'est pas un sous-espace vectoriel de E. C'est ce qui nous amène à la définition de la somme de deux sous-espaces vectoriels. E étant un espace vectoriel sur le corps K et F et G deux sous-espaces vectoriels de E, l'espace vectoriel de E engendré par F union G s'appelle la somme de F et de G, et se note F plus G. Ainsi, F plus G est l'espace vectoriel engendré par F union G. L'intérêt de F plus G, c'est que cet ensemble est, lui, un sous-espace vectoriel de E, alors que ce n'est pas forcément le cas de F union G. Remarquez que l'on a toujours F union G inclus dans F plus G, mais l'inclusion est le plus souvent stricte. Il n'y aura d'ailleurs égalité que dans les rares cas où F union G est déjà un sous-espace vectoriel de E. Voici un exemple d'une somme de deux sous-espaces vectoriels. On se place dans un espace vectoriel E de dimension 3, dans lequel on visualise l'origine. On considère un premier sous-espace vectoriel noté F, qui est ici une droite vectorielle, et G un deuxième sous-espace vectoriel qui lui aussi est une droite vectorielle. La somme de F et de G est, comme je viens de vous le dire, l'espace vectoriel engendré par F union G, c'est-à-dire que c'est le plus petit sous-espace vectoriel de E qui contient F union G. Il s'agit ici du plan contenant à la fois la droite F et la droite G. Je suis sûr que vous mourrez d'envie de savoir dans quel cas F union G est égal à F plus G. Ça tombe bien, c'est le sujet de la prochaine diapositive. Soit E un espace vectoriel sur le corps K et F et G deux sous-espaces vectoriels de E. Alors F plus G est égal à F union G si et seulement si F est inclus dans G ou que G est inclus dans F. Pour la démonstration, nous commençons par supposer que la somme de F et de G est égale à F union G. Supposons alors par l'absurde que F ne soit pas inclus dans G, ni que G soit inclus dans F. On a vu que F plus G est le sous-espace vectoriel engendré par F union G. Et donc, dit comme ça, maintenant ça paraît bête, F plus G est un sous-espace vectoriel de E. Comme on a supposé que F union G est égal à F plus G, c'est que F union G serait lui aussi un sous-espace vectoriel de E. Prenons alors petit f un vecteur de F qui n'appartient pas à G, qui existe bien car on a supposé que F n'est pas inclus dans G, et de même on considère un vecteur petit g de grand G qui n'appartient pas à F, qui existe lui aussi car on a supposé que grand G n'est pas inclus dans F. Posons alors H égale à petit f plus petit g. Grand F union G étant soi-disant un sous-espace vectoriel de E, il est stable pour les lois de E, donc petit h doit appartenir lui aussi à F union G. Supposons alors que petit h appartienne à F. On peut écrire petit g égale à petit h moins petit f. Et petit g étant la somme de deux éléments de f, avec f un sous-espace vectoriel de E, petit g est lui aussi un vecteur de f, ce qui est contraire à l'hypothèse faite sur petit g. Supposons alors que petit h appartienne à G. Cette fois-ci, on peut écrire petit f égale à petit h moins petit g. Et petit f est égal à la somme de deux éléments de G. Et comme G est un sous-espace vectoriel de E, il est stable pour les lois de E et donc petit f appartient à G, ce qui rentre en contradiction avec l'hypothèse faite sur petit f. Autrement dit, rien n'est possible pour petit h. Aboutissant systématiquement à une contradiction, c'est donc que grand F est inclus dans grand G ou que grand G est inclus dans grand F. Il nous reste à prouver la réciproque qui est plus simple. Supposons que F soit inclus dans G. Nous savons que F plus G est le sous-espace vectoriel de E engendré par F union G. Mais comme on a supposé que F est inclus dans G, F union G est égal à G. Donc F plus G est l'espace vectoriel engendré par G. Mais nous savons aussi que G est un sous-espace vectoriel de E. Donc l'espace vectoriel engendré par G est tout simplement égal à G, qui est égal ici à F union G. Si maintenant on suppose que G est inclus dans F, le raisonnement est identique, il suffit juste d'échanger le rôle de F et de G. Réussir à visualiser la somme de deux sous-espaces vectoriels à partir de la définition n'est pas forcément très facile. Nous donnons maintenant une caractérisation qui devrait nous aider. Soit E un espace vectoriel sur K et F et G deux sous-espaces vectoriels de E. Alors F plus G est égal à l'ensemble des petit f plus petit g lorsque petit f varie dans grand F et que petit g varie dans grand G. Et la notation F plus G qui pouvait paraître étrange est maintenant claire, elle vient de cette propriété. Pour la démonstration, notons grand H l'ensemble des petits f plus petit g
petit f variant dans grand F et petit g variant dans grand G. Vérifions que H est une partie de E. Soit petit h un élément de H. Petit h s'écrit comme la somme d'un élément petit f de grand F et d'un élément petit g de grand G. Mais petit f et petit g sont aussi des éléments de E. Et comme E a une structure d'espace vectoriel, petit f plus petit g appartient à E. Vérifions que le vecteur nul de E appartient à H. Comme f et g sont des sous-espaces vectoriels de E, ils contiennent nécessairement le vecteur nul de E. Il suffit alors d'écrire que 0 est égal à 0 plus 0, qui est bien la somme d'un élément de f et d'un élément de g. Ainsi, le vecteur nul de E appartient bien à H. Vérifions maintenant que H est stable pour les lois de E. Soit lambda un scalaire, et petit h indice 1 et petit h indice 2, deux éléments de H. Comme h indice 1 est un élément de grand H, il s'écrit comme la somme d'un élément de f et d'un élément de g, que je note respectivement petit f indice 1 et petit g indice 1. Il en va de même pour petit h indice 2. En utilisant les règles de calcul dans l'espace vectoriel E, on peut alors écrire lambda fois petit h indice 1 plus petit h indice 2 sous la forme lambda fois petit f indice 1 plus petit f indice 2 plus lambda fois petit g indice 1 plus petit g indice 2. Comme grand F et grand G sont par hypothèse des sous-espaces vectoriels de E, ils sont stables pour les lois de E. Et donc lambda fois petit f indice 1 plus petit f indice 2 appartient à grand F, et lambda fois petit g indice 1 plus petit g indice 2 appartient à grand G. On peut donc dire maintenant que lambda fois petit h indice 1 plus petit h indice 2 appartient à H. Ayant montré que H est une partie non vide de E, stable pour les lois de E, on peut conclure que H est un sous-espace vectoriel de E. Vérifions maintenant que F est inclus dans H. Soit petit f un élément de grand F. Comme le vecteur nul de E appartient à G, en écrivant petit f sous la forme petit f plus 0, on a écrit petit f comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G. Donc petit f appartient à H. On a ainsi prouvé que grand F est inclus dans grand H. La preuve que G est inclus dans H est identique. F et G étant tous les deux inclus dans H, leur union est incluse dans H. Justifions que F plus G est inclus dans H. Nous savons que F plus G est le sous-espace vectoriel de E engendré par F union G. Et donc F plus G est, pour l'inclusion, le plus petit des sous-espaces vectoriels de E contenant F union G. Or, nous venons justement de voir que H est un sous-espace vectoriel de E contenant F union G. On a ainsi prouvé que F plus G est inclus dans H. Il nous reste à prouver que H est inclus dans F plus G. Soit petit h un élément de grand H. Petit h s'écrit comme la somme d'un élément petit f de grand F et d'un élément petit g de grand G. Comme F union G est inclus dans F plus G, petit f et petit g appartiennent à F plus G. Et enfin, F plus G étant un sous-espace vectoriel de E, il est stable pour plus et pour point, et donc petit h appartient à F plus G. On a ainsi terminé la preuve que H est égal à F plus G. Cette propriété nous permet de donner une autre définition de la somme de deux sous-espaces vectoriels. Soit E un espace vectoriel sur le corps K, F et G deux sous-espaces vectoriels de E, et S l'application définie de F croix G à valeur dans E, qui à tout couple XY associe X plus Y. Alors F plus G est l'image directe de F croix G par S. Nous donnons maintenant la définition de somme directe. Soit E un espace vectoriel sur le corps K, et F et G deux sous-espaces vectoriels de E. On dit que F et G sont en somme directe si et seulement si tout élément petit h de F plus G s'écrit de manière unique sous la forme petit f plus petit f appartenant à grand F et petit g appartenant à grand G. Notez bien que dès que petit h appartient à F plus G, la proposition précédente nous assure qu'il s'écrit comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G. La définition de somme directe porte donc sur l'unicité de cette écriture. Lorsque la somme est directe, l'espace F plus G est noté en entourant le signe plus. Je sais que ce symbole est fascinant, mais il ne faut pas non plus faire une fixette dessus. On l'utilise principalement dans les conclusions pour condenser plusieurs informations. Par exemple, écrire E égale à F plus entouré G veut dire que E est égal à F plus G et que F et G sont en somme directe. Par contre, écrire F plus entouré G tout seul pour dire que F et G sont en somme directe n'a pas de sens, car F plus entouré G est un sous-espace vectoriel de E, en particulier c'est un ensemble, alors que F et G sont en somme directe est une assertion. Voyons un exemple de somme directe. Reprenons l'exemple de somme dans l'espace que l'on a vu tout à l'heure. F et G étant deux droites vectorielles distinctes, F plus G est le plan vectoriel contenant F et G. Tout vecteur petit h de ce plan s'écrit de façon unique comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G.
Pour l'instant, cette unicité ne saute pas forcément aux yeux. Mais quand nous aurons donné dans 2 ou 3 minutes une caractérisation des sommes directes, ça deviendra clair. Voyons un exemple d'une somme qui n'est pas directe. On se place encore dans l'espace vectoriel E de dimension 3. On considère F un plan vectoriel qui est un sous-espace vectoriel de E. Considérons G un autre plan vectoriel. Comme E est ici de dimension 3, l'intersection de F et de G est une droite. Nous le montrerons dans un autre chapitre. Prenons alors un vecteur petit h de E quelconque. Nous pouvons l'écrire comme la somme d'un élément petit f de grand F et d'un élément petit g de grand G. Mais cette décomposition n'est pas unique, car voici un autre élément f' de grand F et un élément g' de grand G qui vérifie aussi f' plus g' égale à h. Essayez de reproduire cette figure et regardez ce que l'on peut dire du vecteur g' moins g ainsi que du vecteur f' moins f. Nous pouvons reformuler le fait qu'une somme soit directe. E désignant un espace vectoriel sur le corps K, f et g deux sous-espaces vectoriels de E, et S l'application définie de f croix g à valeur dans E, qui à tout couple xy associe x plus y. Alors, f et g sont en somme directe si et seulement si S est une application injective. Nous donnons maintenant une caractérisation d'une somme directe. Attention, elle n'est valable que pour deux sous-espaces vectoriels. E désignant un espace vectoriel sur le corps K et f et g deux sous-espaces vectoriels de E, f et g sont en somme directe si et seulement si l'intersection de f et de g est incluse dans le singleton 0. Notez que dans ce cas, il y aura égalité entre f inter g et le singleton 0, car le vecteur nul de E appartient à tous les sous-espaces vectoriels de E. Pour la démonstration, nous supposons tout d'abord que f et g sont en somme directe. Considérons alors x un élément de f inter g. Nous pouvons écrire 0, le vecteur nul de E, comme étant égal à 0 plus 0. Comme f et g sont des sous-espaces vectoriels de E, on peut voir le premier 0 du membre de droite comme un élément de f et le second 0 comme un élément de g. Mais on peut aussi écrire 0 égale à x plus moins x. X est un vecteur de f, mais aussi un vecteur de g, et g étant un sous-espace vectoriel de E, il est stable pour point, donc moins x appartient aussi à g. Comme f et g sont supposés en somme directe, il y a unicité de la décomposition d'un vecteur comme somme d'un élément de f et d'un élément de g. Donc x est égal à 0. Et on a ainsi montré que f inter g est inclus dans le singleton 0. Pour la réciproque, on suppose que f inter g est inclus dans le singleton 0. Considérons un vecteur petit h appartenant à f plus g. Nous savons qu'il s'écrit comme la somme d'un élément petit f1 de grand F et d'un élément petit g1 de g. Mais peut-être s'écrit-il comme la somme d'un autre élément f1,2 de grand F et d'un autre élément g1,2 de grand G. Notre objectif est de montrer que f1,1 est égal à f1,2 et que g1,1 est égal à g1,2. On a f1,1 plus g1,1 est égal à f1,2 plus g1,2, d'où l'on déduit que f1,1 moins f1,2 est égal à g1,2 moins g1,1. Nous effectuons bien sûr les calculs dans l'espace vectoriel E. Mais grand F étant un sous-espace vectoriel de E, f1,1 moins f1,2 appartient à grand F. Et de même, G est un sous-espace vectoriel de E, donc g1,2 moins g1,1 appartient à grand G. Ainsi, f1,1 moins f1,2 appartient à la fois à F et à G. Et comme on a supposé que f inter g est inclus dans le singleton 0, f1,1 moins f1,2 ne peut être qu'égal qu'au vecteur nul. Donc f1,1 est égal à f1,2. Il en va de même pour g1,1 et g1,2. On a ainsi montré que f et g sont en somme directe. Nous donnons maintenant la définition de sous-espace vectoriel supplémentaire. E désignant un espace vectoriel sur le corps K et f et g deux sous-espaces vectoriels de E, on dit que f et g sont supplémentaires dans E si et seulement si E est la somme directe de f et g. Ce qui signifie que E est la somme de f et de g et que f et g sont en somme directe. En pratique, on pourra démontrer ces deux propriétés dans l'ordre qui nous arrange. Voici un exemple dans le plan noté E. On considère une première droite vectorielle grand F et une seconde grand G. F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E. Et comme leur intersection est réduite au singleton formé du vecteur nul, f et g sont en somme directe. Vous pouvez vérifier que tout vecteur de E peut s'écrire de façon unique comme la somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g. Donc la somme de f et de g est égale à E. Donc f et g sont supplémentaires dans E. Voici un deuxième exemple dans un espace E de dimension 3. On se donne un plan vectoriel grand F et une droite vectorielle grand G non contenue dans le plan F. F et G sont en somme directe car leur intersection est réduite au singleton 0. Et si on considère un vecteur quelconque de E,
On peut l'écrire comme la somme d'un élément de f et d'un élément de g. Bien sûr, comme la somme est directe, cette décomposition est unique, et donc f et g sont supplémentaires dans E. Nous voyons maintenant un autre exemple. Nous allons montrer que l'espace des matrices symétriques carrées d'ordre n et l'espace des matrices antisymétriques carrées d'ordre n sont supplémentaires dans l'espace des matrices carrées d'ordre n. Nous allons vérifier tout d'abord que l'espace des matrices symétriques carrées d'ordre n est un sous-espace vectoriel de l'espace des matrices carrées d'ordre n. S indice n de k est clairement inclus dans M indice n de k. La matrice nulle carrée d'ordre n est bien une matrice symétrique, et donc S indice n de k est non vide. Et nous allons justifier que S indice n de k est stable pour les lois de M indice n de k. Considérons lambda un scalaire et A et B deux matrices symétriques. Lambda A plus B est une matrice carrée d'ordre n, dont on peut calculer la transposée, et qui, grâce à la linéarité de cette opération, est égale à lambda fois la transposée de A plus la transposée de B. Mais A et B étant symétriques, la transposée de A est égale à A et la transposée de B est égale à B. Ainsi, on vient de montrer que lambda A plus B est symétrique. S indice n de k étant une partie non vide de M indice n de k, stable pour les lois de M indice n de k, on a montré que S indice n de k est un sous-espace vectoriel de M indice n de k. L'espace des matrices antisymétriques carrées d'ordre n est lui aussi un sous-espace vectoriel de M indice n de k, la démonstration étant quasi identique, je ne la rédige pas ici. Nous allons maintenant montrer que S indice n de k et A indice n de k sont en somme directe. Pour cela, on considère une matrice M à la fois symétrique et antisymétrique. Transposée de M est égale à M car M est symétrique, et transposée de M est égale à moins M car M est antisymétrique. Donc M est égal à moins M, ce qui permet de dire que M est la matrice nulle. On a ainsi prouvé que S indice n de k intersection A indice n de k est inclus dans le singleton 0. Et la caractérisation de deux espaces en somme directe nous permet maintenant d'affirmer que S indice n de k et A indice n de k sont en somme directe. Le fait que S indice n de k plus A indice n de k soit inclus dans M indice n de k découle directement du fait que S indice n de k et A indice n de k soient des sous-espaces vectoriels de M indice n de k. Il nous reste à prouver que M indice n de k est inclus dans S indice n de k plus A indice n de k. Nous considérons M une matrice carrée d'ordre n quelconque et nous devons démontrer qu'elle appartient à S indice n de k plus A indice n de k. C'est-à-dire nous devons prouver qu'il existe une matrice S symétrique et une matrice A antisymétrique telle que M soit égale à S plus A. Même s'il est peu probable que vous ne les ayez pas déjà trouvées, je préfère, au cas où, rédiger une analyse synthèse pour vous montrer comment les trouver. On suppose qu'il existe une matrice S symétrique et une matrice A antisymétrique telle que M soit égale à S plus A. Nous calculons alors la transposée de M, qui est égale à la transposée de S plus la transposée de A. Comme S est symétrique, la transposée de S est égale à S, et comme A est antisymétrique, la transposée de A est égale à moins A. Des deux relations M égale S plus A et transposée de M égale à S moins A, on tire directement S égale à 1/2 facteur de M plus transposée de M, et A égale 1/2 facteur de M moins transposée de M. C'est-à-dire que si la décomposition que l'on cherche existe, elle s'obtient obligatoirement avec ces matrices-là. Vérifions-le en rédigeant la synthèse. Posons S égale à 1/2 facteur de M plus transposée de M et A égale à 1/2 facteur de M moins transposée de M. La transposée de S est égale à S, donc S est bien symétrique. La transposée de A est égale à moins A, donc A est bien antisymétrique. Et on vérifie facilement que S plus A est égal à M. Ce qui termine la preuve que M indice n de k est inclus dans S indice n de k plus A indice n de k. Et avec elle se termine la preuve que S indice n de k et A indice n de k sont supplémentaires dans M indice n de k. Une remarque sur la démonstration. Si vous choisissez de rédiger l'analyse, vous voyez que vous prouvez en fait l'unicité de la décomposition, et donc vous prouvez en même temps que la somme est directe. Dans ce cas, il est inutile d'avoir d'abord prouvé que la somme est directe. Par contre, vous pouvez choisir de ne pas rédiger l'analyse, surtout si vous avez vu directement les expressions de S et de A. Dans ce cas, vous pouvez ne rédiger que la synthèse, mais elle ne prouvera que l'existence de la décomposition. Dans ce cas, vous devrez rédiger la preuve que la somme est directe. Nous voyons maintenant un moyen simple pour construire une famille génératrice d'une somme. Soit E un espace vectoriel sur le corps K, et F et G deux sous-espaces vectoriels de E. Bien sûr, F union G est une partie génératrice de F plus G, mais ce n'est souvent pas très pratique. On peut faire mieux en trouvant une famille génératrice B de F et une famille génératrice C de G,
car alors B union C est une famille génératrice de f plus g. Pour la démonstration, notons B la famille formée des vecteurs E indice 1 jusqu'à E indice K, et C la famille formée des vecteurs E indice K plus 1 jusqu'à E indice N. Rien ne dit que les vecteurs sont distincts, ou qu'il n'y a pas de vecteurs en commun dans les deux familles. La famille B union C est formée de vecteurs de F union G, et donc l'espace vectoriel engendré par B union C est inclus dans l'espace vectoriel engendré par F union G, qui n'est autre que F plus G. Il nous reste à prouver l'autre inclusion. Considérons alors petit h un élément de F plus G. Il s'écrit comme la somme d'un élément petit f de grand F et d'un élément petit g de grand G. Comme B est une famille génératrice de F, on peut écrire le vecteur petit f comme combinaison linéaire des vecteurs de la famille de B. Et comme C est une famille génératrice de G, on peut écrire le vecteur petit g comme une combinaison linéaire des vecteurs de la famille de C. Il en découle directement que petit h est combinaison linéaire des vecteurs de la famille B union C. Et donc petit h appartient bien à l'espace vectoriel engendré par B union C, ce qui termine la démonstration. Nous allons nous servir de la propriété que nous venons de voir pour trouver une base d'une somme de deux sous-espaces vectoriels lorsqu'ils sont en somme directe. Considérons E un espace vectoriel sur le corps K et F et G deux sous-espaces vectoriels de E, que l'on suppose en somme directe. Soit B une base de F et soit C une base de G. Alors B union C est une base de F plus G. Comme B et C sont des bases respectives de grand F et de grand G, ce sont en particulier des familles génératrices de F et de G. Donc la proposition précédente nous assure que B union C est une famille génératrice de F plus G. Il nous reste seulement à montrer que B union C est libre. En supposant la famille B finie et en notant ses vecteurs E indice 1 jusqu'à E indice K, et de même en supposant C fini et en notant ses vecteurs E indice K plus 1 jusqu'à E indice N, la famille B union C est la famille formée des vecteurs E indice 1 jusqu'à E indice N. Notez que, comme on parle de famille, un même vecteur est peut-être a priori répété plusieurs fois. Si ça se trouve, E indice 1 est égal à E indice N. On n'en sait rien pour l'instant. Considérons des scalaires lambda indice 1 jusqu'à lambda indice N, tels que la combinaison linéaire somme pour i variant de 1 à n des lambda indice i fois E indice i soit nulle. On peut la réécrire sous la forme somme pour i variant de 1 à k des lambda indice i fois E indice i égale à moins la somme pour i variant de k plus 1 à n des lambda indice i fois E indice i. Le membre de gauche est combinaison linéaire d'éléments de B et appartient donc à F. Le membre de droite est combinaison linéaire d'éléments de C et appartient donc à G. Et comme ces deux vecteurs sont égaux, ils appartiennent en fait à F inter G. Mais comme on a supposé que F et G sont en somme directe, F inter G est réduit au singleton 0. Ces deux combinaisons linéaires sont donc nulles. Comme je vous l'ai déjà fait remarquer, la première somme est une combinaison linéaire des vecteurs de B. Mais maintenant, on sait que cette combinaison linéaire est nulle. Et comme la famille B est libre, tous les coefficients de cette somme sont nuls. En utilisant que la famille C est libre, on peut effectuer le même raisonnement avec la deuxième somme. Ayant montré que tous les coefficients de lambda indice 1 à lambda indice n sont nuls, on a montré que la famille B union C est libre. Comme on a montré que B union C est une famille libre et qu'elle est génératrice de F plus G, on peut conclure que B union C est une base de F plus G. Remarquez qu'au début je vous ai dit que peut-être que certains vecteurs se répètent dans la famille B union C. Comme on a montré que B union C est libre, ce n'est en fait pas possible. Attention, si F et G ne sont pas en somme directe, même si B et C sont des bases respectives de F et de G, alors B union C n'est pas une base de F plus G. B union C est bien une famille génératrice de F plus G, mais B union C n'est pas libre dans ce cas. Nous allons voir maintenant une proposition que l'on peut voir comme la réciproque de la proposition précédente. Considérons E un espace vectoriel sur le corps K. Et supposons qu'une famille de vecteurs E indice 1 jusqu'à E indice n soit une famille libre de E. Notons grand F le sous-espace vectoriel de E engendré par les k premiers vecteurs de cette famille, et G le sous-espace vectoriel de E engendré par les autres vecteurs de cette famille. Alors F et G sont en somme directe. Pour le démontrer, nous considérons un vecteur x appartenant à l'intersection de F et de G. En particulier, x appartient à F. Nous pouvons l'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs E indice 1 jusqu'à E indice k. De même, x appartient à G, nous pouvons l'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs E indice k plus 1 jusqu'à E indice n. Et en soustrayant ces deux relations, on obtient une combinaison linéaire nulle des vecteurs E indice 1 jusqu'à E indice n. Comme justement on a supposé que la famille des vecteurs E indice 1 jusqu'à E indice n est libre dans E, on est sûr que tous les scalaires lambda indice 1 jusqu'à lambda indice n sont nuls. Et en reportant les lambda indices i dans l'expression du vecteur x, on obtient que x est égal à 0.
Ainsi, on a prouvé que l'intersection de f et de g est incluse dans le singleton 0. La caractérisation des sommes directes pour deux sous-espaces vectoriels nous permet de conclure que f et g sont en somme directe. Une toute dernière remarque, si jamais la famille E1 jusqu'à En est en fait une base de E, on pourra même dire que f et g sont supplémentaires dans E. Nous en avons fini avec ce chapitre sur les espaces vectoriels, mais ne soyez pas tristes, un autre nous attend dans le cas particulier où ils sont de dimension finie. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.